Garde ton môme et va au diable, a hurlé mon mari pendant l'audience de divorce. Mais quand la juge a lu le contenu de mon héritage, toute la salle s'est figée. Tout le monde. La juge, le greffier, la sténographe dont les doigts se sont arrêtés net au milieu d'une phrase. Même l'avocat de Julien, cet homme arrogant en costume gris qui avait passé les 40 dernières minutes à jouer la certitude absolue, s'est totalement immobilisé. Mon fils a pressé son visage contre mon épaule. J'ai posé ma main sur sa tête pour le protéger et je n'ai pas bougé. Julien se tenait à la barre, le torse bombé, la mâchoire serrée. Il avait la posture d'un homme qui a déjà écrit la fin de l'histoire qu'il est en train de vivre. Il affichait cet air depuis le début de la matinée. En fait, il le portait sous différentes formes depuis 6 mois, depuis ce mardi après-midi où il était entré dans la cuisine pour demander le divorce comme on demande l'addition au restaurant, prêt à partir, déjà ailleurs dans sa tête. Il n'avait pas encore vu mon dossier. La juge a tourné une page, puis une autre, ses sourcils se soulevant légèrement. C'était l'expression retenue d'une professionnelle face à quelque chose d'inattendu. Elle a dit, il y a autre chose. Avant de vous raconter la suite, je dois vous parler de mes mains. Je fais des ménages depuis que j'ai 23 ans. Nettoyage professionnel, appartement. De particulier, quelques bureaux, 3 à 4 clients par jour. C'est le genre de travail qui s'accumule dans le corps avec le temps, comme tout travail physique, dans mes articulations, dans cette douleur sourde qui commence au bas de mon dos vers 14 heures et qui est bien installée quand je rentre chez moi. Mes mains ne sont pas douces. Elles ne l'ont pas été depuis 11 ans. Ce sont les mains d'une femme qui travaille, un fait avec lequel j'ai fait la paix, mais que Julien, durant nos années ensemble, mentionnait avec une fréquence qui, je le comprends maintenant, visait à me rappeler ma position par rapport à la sienne. Je m'appelle Sophie Lefebvre. J'ai 34 ans. J'ai un fils nommé Léo, qui a 6 ans, qui a la bouche de son père et mes yeux, et qui a couru vers moi ce matin-là dans la salle d'audience avant même que nos avocats ne disent un mot. Se pressant contre moi avec la certitude totale d'un enfant qui sait où se trouve sa sécurité. Je l'ai tenu contre moi. Je le protégeais ainsi depuis 6 mois. Je veux vous parler des 5 années précédant ce fameux mardi après-midi. Car elles expliquent tout ce qui suit. Julien Moreau avait 37 ans quand je l'ai épousé. Il était, et reste, séduisant d'une manière très calculée. Le genre d'homme qui a toujours compris que son apparence était un outil et qui l'utilisait avec précision. Il travaille comme conducteur de travaux. Il est confiant, charmant, doué socialement. Le genre de personne qui parle à tout le monde lors d'une soirée et donne à chacun l'impression que la conversation est importante. Il est aussi le genre de personne qui a toujours eu une théorie bien précise sur l'argent. Son argent à lui était un tampon, une ressource qu'il gérait, décidait et déployait selon ses propres calculs. Mon argent, le nôtre, était une contribution au foyer, une ressource partagée dans laquelle il piochait avec l'aisance de quelqu'un qui n'a jamais besoin de demander la permission. Ce n'était pas une dispute que nous avions, c'était la structure dans laquelle nous vivions. Je l'ai compris petit à petit, de la même manière qu'on comprend les dimensions d'une pièce en marchant dans le noir, en se cognant au mur un par un. Je nettoyais 3 maisons les lundis, mercredis et vendredi, et 4 le mardi. J'étais rentré à 16 heures, ce qui me laissait le temps de me doucher et de préparer le dîner avant d'aller chercher Léo chez ma mère. Et Julien rentrait de ce qu'il appelait son dernier investissement. Ces investissements étaient l'autre pilier de notre vie. Julien courait après les bonnes affaires depuis que je le connaissais. Un partenariat dans un restaurant qui a coulé après 6 mois, une perte de 12 000 €. Partagé entre nous, un projet immobilier qui a nécessité 18 000 € de mes économies pour ne rien rapporter. Un système de location d'engins de chantier.
auquel je n'avais rien compris mais pour lequel j'avais versé 7000 € par. Qu'il l'avait présenté comme urgent et évident, traitant mon hésitation de manque de confiance. Chaque échec m'était expliqué après coup. Chaque projet était décrit comme temporaire. Chaque fois que ça ratait, c'était présenté comme une leçon, de la malchance ou la faute d'un associé défaillant. J'ai arrêté de compter à 40 000 €. J'ai continué à frotter des parquets. La première fois que j'ai senti l'odeur, c'était un jeudi de février. Il était rentré tard, plus tard que d'habitude, ce que j'avais arrêté de surveiller. Précisément parce que cela me donnait l'impression d'être une espionne, et je ne voulais pas être cette personne. Il m'a embrassé sur la joue en entrant. Un geste de routine, machinal, et sur son col, juste sous la mâchoire, une odeur qui n'était ni son eau de Cologne, ni mon parfum, et qui ne laissait aucune place au doute pour quiconque a déjà été assez proche d'une autre personne pour connaître son odeur. Je suis resté dans la cuisine, les mains crispées sur le plan de travail, à digérer l'information. Puis je me suis raconté des choses raisonnables. Une collègue, une bise, la proximité dans un cadre professionnel. Sans importance. Je me disais ces choses avec la diligence de quelqu'un qui sait qu'elle se ment à elle-même mais qui le fait quand même parce que l'alternative exige une réaction qu'elle n'est pas prête à donner. Je n'ai rien dit. J'ai continué à observer. 6 semaines d'observation. 7. Les soirées tardives devenaient régulières. Le téléphone dans sa poche ou face contre table. Une habitude prise avec un naturel si désarmant qu'elle semblait accidentelle. En avril, je l'ai confronté. J'avais choisi mes mots. J'avais répété la conversation pendant des jours. Pas une accusation directe, mais une ouverture. Une question honnête, une chance pour lui de me dire la vérité. Julien, j'ai dit, je dois te demander quelque chose. Il a levé les yeux de son téléphone. Sans défense comme quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Il a ri. Un vrai rire. Pas le rire gêné de celui qui est pris la main dans le sac, mais le rire méprisant d'un homme qui a décidé que la question était indigne d'une réponse sérieuse. Te tromper, toi? S'il te plaît. Quand est-ce que j'aurai le temps? Il y avait encore ce rire dans sa voix, comme si l'idée même était absurde, comme si j'étais mignonne de poser la question. Je l'ai regardé. Quelque chose s'est endurci en moi ce soir-là. Pas de la rage, quelque chose de plus froid et de plus définitif. Le durcissement spécifique d'une personne qui comprend en une seule phrase que la relation dans laquelle elle se trouve n'est pas celle qu'elle pensait, et que l'homme en face d'elle a décidé qu'elle ne méritait pas la vérité. Je n'ai plus rien dit. Je suis allé me coucher. J'ai commencé à tenir un journal dès le lendemain matin. 2 mois après cette discussion, une lettre est arrivée d'un cabinet de notaire. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Le courrier juridique a ce goût de peur qui vous donne envie de le laisser sur le comptoir pendant 2 jours. Mais je l'ai ouverte cet après-midi-là, seul à la table de la cuisine, Léo était à l'école et Julien au travail. Mon oncle Maurice était décédé. Maurice Lefebvre était le frère cadet de mon père. C'était un solitaire. La famille l'appelait ainsi pour dire qu'il était difficile à comprendre et différent de nous d'une manière inexplicable. Il ne s'était jamais marié. Il avait travaillé dans le bâtiment pendant 30 ans et avait apparemment investi ce qu'il gagnait avec la patience d'un homme qui n'avait personne pour dépenser son argent et aucune raison de se presser. Il m'avait laissé quelque chose. Un terrain commercial en plein centre-ville, environ 2800 mètres carrés, actuellement sous bail. La lettre du notaire disait « Valeur marchande actuelle en attente de l'évaluation finale de la succession. Estimation entre 3,8 et 4,2 millions d'euros.
Je me suis assise par terre, dans la cuisine. Je suis restée là. Longtemps. Puis j'ai séché mes larmes et j'ai appelé mon avocate, Maître Claire. Vallet, 8 ans d'expérience en droit de la famille et de la propriété, que j'avais trouvé 6 semaines plus tôt et consulté discrètement sur ce que je devais faire quand Julien passerait à l'acte. N'en parlez pas, j'ai dit. Pas avant le jour de l'audience. Un silence. Sophie, a dit Claire. Prudemment. C'est une instruction inhabituelle. Je sais, j'ai répondu. Comprenez-vous pourquoi je vous demande ça? Un autre silence, plus long. Oui, a-t-elle dit. Je comprends parfaitement. Je n'en ai parlé à personne. Ni à ma mère, ni à mes sœurs, ni aux amis qui auraient voulu fêter ça et qui, en le faisant, auraient rendu le secret impossible à garder. Surtout pas à Julien. 6 mois après la lettre, Julien est rentré un mardi après-midi et a demandé le divorce, comme s'il s'agissait d'une simple transaction financière. Comme s'il avait fait ses calculs, trouvé le résultat favorable et passé maintenant à l'exécution. Je pense que nous nous sommes éloignés, a-t-il dit, une phrase de quelqu'un qui s'est entraîné devant un miroir. Appelle ton avocat, j'ai répondu. Il a cligné des yeux. Il s'attendait à autre chose. Des larmes. Peut-être, ou le choc de quelqu'un qui se fait piéger. Mais je l'attendais. Depuis 6 mois. J'avais passé 6 mois à m'assurer que je ne serais pas une proie facile. Son avocat était un certain maître Vasseur. J'ai appris par Claire qu'il avait un style agressif, adepte des retards administratifs et d'une tendance à présenter la position de son client comme tellement avantageuse que l'autre partie ferait mieux de signer tout de suite plutôt que de perdre son temps au tribunal. La première réunion a eu lieu dans le bureau de Vasseur. Conçu pour intimider, meubles lourds, diplômes encadrés, tout le décor d'un homme qui facture l'atmosphère. Il a commencé par regarder les documents déposés par Claire, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes avec le sourire d'un homme qui a fait ses comptes. Mon client est prêt à être généreux, a-t-il dit. Vu votre profil financier, sans actifs, sans épargne, sans qualification professionnelle, il propose une pension de 200 € par mois. C'est plus que ce que le tribunal exigerait probablement. Son sourire s'est élargi. Je vous suggère de l'accepter avant qu'il ne change d'avis. 200 € par mois. Pour la femme qui avait injecté 40 000 € dans ses investissements foireux. Pour la femme qui nettoyait 4 maisons par jour pour faire tourner la maison. Pendant qu'il poursuivait des chimères qui s'évaporaient. Pour la femme assise en face d'un avocat qui lui proposait une somme qui ne couvrirait même pas une semaine de course. J'ai souri. D'accord, j'ai dit. Vasseur a cligné des yeux. Il s'attendait à une négociation, à des larmes ou à une colère noire. Il ne s'attendait pas à une femme qui disait simplement d'accord en gardant les mains calmes sur ses genoux. Il a regardé Claire. Claire n'a rien dit. Bien, a dit Vasseur en se rengorgeant. Nous allons procéder ainsi. J'ai acquiescé. Je suis rentré chez moi. J'ai appelé Claire depuis le parking. Comment est le dossier? Complet, a-t-elle dit. Chaque document est classé par ordre chronologique. J'ai eu la confirmation du bureau des successions pour la date de libération des fonds. Tout sera recevable pour l'audience. Bien, j'ai dit. Sophie, a ajouté Claire. Quand ça va tomber, ça va être un moment historique dans cette salle. Je sais, j'ai répondu. Tu es prête? J'ai pensé à mes mains, à ses 11 années de ménage, aux 40 000 €, à son rire. Quand j'avais demandé s'il me trompait. Oui, j'ai dit. Je suis prête. Depuis longtemps. Le matin du procès, Léo s'est réveillé à 6 heures. Il est venu dans ma chambre, s'est glissé dans le lit à côté de moi, a posé sa petite main sur mon bras et n'a rien dit. Il fait ça parfois,
il apparaît sans demander. Et offre sa présence sans mots. Il a 6 ans et comprend déjà des choses sur le réconfort que certains adultes ne comprendront jamais. Je lui avais expliqué, de la manière honnête et adaptée suggérée par Claire, que nous allions au tribunal. Aujourd'hui pour parler à une juge de notre situation familiale. Je lui avais dit de ne pas s'inquiéter, que je serais là tout le temps. Tu as peur, maman? A-t-il murmuré contre l'oreiller. J'ai réfléchi à la réponse. Non, j'ai dit, je sais ce qui va se passer. Il a semblé accepter cela. Nous sommes restés là quelques minutes dans le silence de l'aube. Puis nous nous sommes levés, habillés, et je nous ai conduits au tribunal avec le dossier de Claire. Dans mon sac est le calme spécifique de quelqu'un qui s'est préparé aussi minutieusement que possible et qui attend simplement que les choses commencent. Julien était déjà dans le couloir quand nous sommes arrivés. Il m'a regardé. Avec cette expression d'indifférence installée qu'il portait depuis ce fameux mardi. Le regard de quelqu'un qui considère la procédure comme une simple formalité. Il a regardé Léo brièvement, avec un air plus complexe, puis a détourné les yeux. Son avocat se tenait à ses côtés dans son costume gris. Affichant déjà sa confiance, la posture d'un homme qui s'attend à ce que les 2 prochaines heures soient une simple routine. Je les ai regardés tous les 2. Puis j'ai regardé Claire. Elle avait mon dossier dans une mallette. Organisée, avec des onglets précis. 8 mois de travail. Prête, a-t-elle demandé. Oui, j'ai répondu. Nous sommes entrés. L'audience s'est déroulée. Comme d'habitude, de manière procédurale, avec cette accumulation minutieuse de faits que le tribunal exige avant de décider quoi que ce soit. Maître Vasseur a présenté la position de Julien en premier. Le mariage s'était détérioré. Les 2 parties passaient à autre chose. Le partage financier était simple étant donner les actifs communs limités. Il a prononcé « actifs communs limités » avec l'assurance tranquille d'un homme dont le client lui avait assuré qu'il n'y avait rien à trouver. Claire écoutait. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas contesté. Elle a laissé Vasseur construire son château de cartes. Elle est restée assise avec son dossier fermé, et elle a attendu. Puis la juge, madame. La juge Marchand, 17 ans de carrière au tribunal de la famille avec la rigueur de quelqu'un qui lit chaque dossier avec attention, a regardé les documents devant elle et a dit, « Maître, j'ai des éléments supplémentaires. » Dans le dossier de la partie demanderesse. Vasseur a levé les yeux, confus un instant avant de se reprendre. « Madame la juge, je pense que tous les documents ont été déposés à l'avance. » Ceux-ci ont été déposés à l'avance, a dit la juge Marchand. Par l'avocate de votre épouse. Je les examine en ce moment. Même. Elle a tourné une page, puis une autre. Ses sourcils. Exercés d'une juge qui ne montre rien d'habitude, se sont légèrement soulevés. Il y a autre chose, a-t-elle dit. Julien a bougé sur sa chaise. À côté de moi. Léo a pressé son visage contre mon épaule. Monsieur Moreau, a dit la juge. Marchand en posant la page et en le regardant droit dans les yeux. Étiez-vous conducteur de travaux pour la société Bâtipro entre 2019 et 2022. Julien a froncé les sourcils. Oui, pourquoi? Parce que le terrain commercial dont votre épouse a hérité de son défunt oncle est actuellement loué par cette même société. Elle a regardé le document. Le bail a été signé en 2019. Des loyers mensuels de 45 000 € ont été versés à la succession de Maurice Lefebvre. Bloqué sur un compte pendant la période d'administration de la succession. Elle a levé les yeux. Ces paiements sont maintenant débloqués. Nous parlons de 1,62 million d'euros de revenus locatifs accumulés. Propriété exclusive de votre femme. La salle n'a plus bougé. Je ne veux pas dire que les gens sont devenus immobiles,
je veux dire que la pièce elle-même a semblé s'arrêter. L'air, la lumière, cette atmosphère particulière quand une vérité écrasante tombe et que tout le monde comprend simultanément. Julien a perdu ses couleurs. Par étapes. D'abord la chaleur est partie, puis le teint naturel, jusqu'à ce qu'il ne reste que le gris-blanc spécifique d'un homme dont le sang s'est retiré du visage. Vasseur a émis un son, pas des mots, juste un bruit étouffé. Il y a aussi un deuxième document, a ajouté la juge Marchand. Elle l'a ramassé. Votre signature apparaît sur l'autorisation de renouvellement de bail de 2021 en tant que conducteur de travaux pour Bâtipro. Vous avez co-signé l'autorisation confirmant les termes du bail et la structure des paiements pour le terrain situé à cette adresse. Elle l'a reposé. Le même terrain que votre femme possède désormais. Vasseur a posé sa main sur le bras de Julien. Claire s'est levée. Madame la juge, je voudrais également attirer l'attention du tribunal sur la pièce F. Une correspondance datant d'il y a 18 mois, envoyée depuis l'adresse email professionnelle de Monsieur Moreau, dans laquelle il écrivait. Elle s'est interrompue pour trouver la ligne, bien que je soupçonne qu'elle la connaissait par cœur, je soupçonne que ma femme pourrait avoir un lien avec le propriétaire décédé du terrain Lefebvre sur l'avenue Centrale. Je vais enquêter et confirmer le moment venu. La salle a encaissé le coup. Cet email a été envoyé, a continué Claire, il y a exactement 18 mois. Soit 14 jours avant que Monsieur Moreau ne dépose sa demande de divorce initiale. Étage 12 jours avant que son conseil ne présente à ma cliente une offre de règlement de 200 € par mois. Elle s'est rasseoie. La juge Marchand a regardé Julien. Monsieur Moreau, a-t-elle dit, vous avez signé des documents liés à un bail sur une propriété dont vous aviez des raisons de penser que votre femme pourrait en être l'héritière. Vous avez ensuite demandé le divorce 2 semaines après un email où vous déclariez enquêter sur ce lien, et vous avez autorisé une offre de pension de 200 € par mois à une femme dont vous saviez pertinemment qu'elle venait d'hériter d'une propriété d'environ 4 millions d'euros. La bouche de Julien s'est ouverte. Rien n'est sorti. Vasseur s'est penché vers lui, a chuchoté. Julien a secoué la tête une fois, puis s'est figé. L'héritage est un bien propre de l'épouse selon la loi, a déclaré la juge Marchand avec la finalité tranchante d'un verdict sans appel. Il n'est pas sujet au partage matrimonial. Vous verserez une pension alimentaire de 3 500 € par mois, plus tous les frais médicaux et éducatifs justifiés pour Léo Moreau, révisables annuellement. Elle l'a fixé intensément. Si vous choisissez de faire appel de ce jugement, je vous suggère fortement de consulter d'abord un avocat pénaliste concernant les implications potentielles de l'email de la pièce F. Des documents d'autorisation de bail en ce qui concerne la dissimulation d'informations matrimoniales. C'est une discussion qui mérite d'avoir lieu avant toute autre démarche. Le marteau est tombé. Dans le couloir, il a essayé de me rattraper. Il avait l'expression d'un homme qui a perdu quelque chose et qui n'a pas encore compris que cette perte est définitive. Il était encore dans cette phase où il croit que les mots peuvent tout arranger, que s'il trouve les bons termes, la situation est récupérable. Sophie, s'il te plaît. Ça a dégénéré. Je peux expliquer l'email. Ce n'était pas ce que Claire s'est interposée avec l'aisance de quelqu'un qui a fait ça 1000 fois. Je n'ai pas arrêté de marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. Léo était à mes côtés, sa main dans la mienne. Il regardait droit devant lui avec le sérieux d'un enfant de 6 ans qui a décidé de suivre l'exemple de sa mère. Maman, a-t-il dit alors que nous poussions les portes du tribunal pour sortir dans l'après-midi. Oui. On va s'en sortir? J'ai regardé mon fils, la bouche de son père, mes yeux, ce petit être façonné en partie par mes choix et en partie par des choses qui n'ont rien à voir avec les choix. Oui, j'ai dit. On va s'en sortir. C'est
Bien, a-t-il dit. Il a serré ma main. Nous avons marché jusqu'à la voiture. Je veux vous parler de l'oncle Maurice, parce qu'il mérite plus qu'une simple mention. Il avait 61 ans quand il est mort. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant, vivait dans un petit appartement près du terrain qu'il avait acheté en 1998 pour 150 000 francs à l'époque. Avec 30 ans de salaire d'ouvrier et la patience d'un homme qui avait compris qu'une bonne parcelle de terre dans une ville qui s'agrandit ne reste pas au même prix éternellement. Il avait un chat. Il appelait mon père 2 fois par an. Il venait aux réunions de famille de temps en temps, restait dans son coin avec une bière et observait. Tout le monde disait qu'il était bizarre, distant, le solitaire de la famille. Et personne ne lui demandait à quoi il pensait. Il pensait à son terrain. Il pensait à la plus-value, aux structures de beau à long terme et à la patience spécifique d'un homme qui a décidé que la chose la plus utile qu'il pouvait faire avec son argent était de le laisser quelque part au chaud et d'attendre. Il me l'a laissé à moi. Pas à mes sœurs, ni à ma mère, ni aux cousins qui lui avaient parlé plus récemment ou aux parents qui avaient fait plus d'efforts. Ah. Moi. J'ai demandé à son notaire, après le règlement de la succession, si Maurice avait expliqué pourquoi. Le notaire, un homme calme nommé Maître Legrand, qui gérait les affaires de Maurice depuis 12 ans, m'a regardé un instant. Il a dit, a commencé Maître Legrand avec précaution, que vous étiez la seule dans la famille qui travaillait avec ses mains et qui ne s'en excusait pas. Je suis restée silencieuse. J'ai repensé à mes mains, aux crevasses, à la douleur. À ces 11 années de ménage. Il a aussi dit, a ajouté le notaire, qu'il avait observé comment votre mari parlait de votre travail, et il voulait que vous ayez quelque chose qui soit entièrement à vous. Il avait observé. Il avait observé en silence, préparant quelque chose pour moi. Je n'ai pas pleuré. Dans le bureau du notaire. J'ai pleuré plus tard, chez moi, à la table de la cuisine où Julien s'était moqué de moi un soir. J'ai pleuré un bon coup, puis je me suis arrêté, j'ai préparé le déjeuner de Léo pour le lendemain et je suis allé me coucher. Le terrain génère actuellement 45 000 € par mois de revenus locatifs. Le bail avec Bâtipro court encore sur 4 ans, après quoi j'aurai l'option de le renouveler ou de le faire construire. Claire m'a mis en relation avec un avocat spécialisé en promotion immobilière, Maître Morel. Recommandé par 3 personnes différentes, qui examinent les options. Les 1,62 millions d'euros de loyers accumulés sont sur un compte à mon seul nom. Le premier versement de la pension de Julien est arrivé le 1er du mois suivant. Pile à l'heure, son avocat ayant apparemment insisté sur le fait que c'était la norme attendue. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et la femme dont j'avais senti le parfum sur son col. Je ne le sais pas, et j'ai découvert avec surprise que je n'ai pas besoin de le savoir. Cette porte-là s'est refermée, et ce qu'il y a derrière est son problème maintenant. Léo est entré au CP en septembre. Il s'en sort très bien.